Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Vous vous opposez à cette guerre, pourquoi? D'abord parce que cette guerre est illégale, mais cela ne suffit pas aujourd'hui à justifier une opposition. Je crains que cette guerre ne fasse pas l'objet d'une réflexion suffisante. D'abord, elle est menée très unilatéralement par les États-Unis et par Israël. Les Européens n'ont même pas été consultés. C'est dire que nous ne sommes pas dans le cadre d'une action collective. Et puis, nous le voyons bien jour après jour, les risques n'ont pas été pris en compte. Comme toujours, l'Amérique pensait pouvoir, en quelques heures, régler le problème. Et là, la guerre se prolonge, elle s'étend. Plus d'une dizaine de pays sont aujourd'hui concernés dans le Golfe, avec des risques stratégiques, des risques économiques, financiers, et bien sûr, au premier chef, des risques pour la population iranienne qui doit être au cœur de nos préoccupations. Cette guerre qui a mis fin à une dictature, et pourtant, vous dites que c'est un piège pour les démocraties. Comment comprendre ce paradoxe? Parce que d'abord, elle n'a pas mis fin à une dictature. Ce n'est pas la mort de l'ayatollah Khamenei qui met fin à la dictature du régime islamique. Le régime reste en place. Le régime, le soubassement du régime, d'abord c'est toujours le clergé qui est en position, mais c'est aussi tous ceux qui soutiennent ce régime, à commencer par les gardiens de la Révolution, les Bassidji, qui gardent le contrôle du pays. Et c'est bien cette difficulté à mettre en œuvre un changement de régime à partir du ciel qui est en cause. Cela n'a jamais marché dans l'histoire. On peut toujours chercher à défier les règles de l'histoire, mais le réel, il a la vie dure. Et le réel, ça cogne. Et c'est ce réel qui se rappelle à nous. Aujourd'hui, Donald Trump en est même à envisager de mettre des troupes au sol. Donc, tout reste à faire. Et pendant ce temps, la guerre s'étend, la guerre apporte son lot de conséquences dramatiques et on voit aujourd'hui que d'autres populations souffrent. La situation du Liban est extraordinairement difficile avec une partie de la population qui aujourd'hui est soumise au chaos, soumise au feu, soumise au bombardement. Donc c'est véritablement une disruption pour l'ensemble de la région. Dominique de Villepin, en 2003, vous avez marqué l'histoire avec un discours aux Nations Unies pour vous opposer à la guerre en Irak, une guerre qui a finalement eu lieu. 23 ans plus tard, l'histoire se répète? Oui, ce qui montre que les États ne tirent pas toujours les leçons. Il y a 23 ans, la décision avait été prise par l'administration américaine de George W. Bush, mais elle avait été prise sans la légitimité des Nations Unies. Nous avions réussi à empêcher le vote d'une résolution et le fait qu'il existe au sein de l'Occident des pays s'opposant à la guerre avait constitué un élément d'équilibre pour l'après-guerre en direction du Sud global et en direction... Même si la guerre avait eu lieu, vous avez l'impression que vous aviez envoyé le signal à l'époque? Mais bien sûr. Mais alors maintenant, que pèse encore le droit? C'est un signal très important qui avait été envoyé à l'époque du refus d'un deux poids deux mesures. Vous voyez, le vrai poison en matière de relations internationales, c'est le deux poids deux mesures. Regardez à quel point la légitimité de l'opération que nous menions en Ukraine, en soutien au régime ukrainien, a été ternie par l'incapacité à faire respecter la même règle de respect du droit international à Gaza. Et aujourd'hui, le fait de ne pas être capable de nommer cette illégalité en Iran nous discrédite aussi vis-à-vis d'un grand nombre de pays du monde. Et surtout, ne nous permet pas efficacement de faire entendre notre voix et d'agir. Le résultat, c'est que c'est la loi de la force qui s'impose partout, sous l'égide américaine, sans qu'il y ait d'issue. Aujourd'hui, nous sommes dans la perspective d'une guerre sans fin. Comment arrête-t-on une guerre de ce type si le régime résiste, si le terrorisme ressurgit des décombres, si la prolifération est la première leçon que les États de la région vont tirer de cette guerre, car en effet, ils ont tous compris que la seule véritable protection, c'était d'avoir en sa possession l'arme nucléaire. Face à cette loi du plus fort, que pèse encore le droit international? Vous en êtes un grand défenseur, mais quand vous voyez ce qui se passe, la dynamique, y compris en France, en Europe, le droit international se fissure et n'est même plus défendu par les leaders démocrates européens. Oui, et c'est un grand malheur pour nous tous, car nous en paierons tous le prix, à commencer par les populations civiles. Vous savez, on peut sortir de la route, mais il n'y a pas beaucoup de perspectives quand on fait une sortie de route. Tôt ou tard, il faut revenir dans le droit chemin, parce que c'est protecteur pour tous. Le droit international n'est pas respecté
comme l'ordre peut ne pas être respecté à l'intérieur de nos États. Mais est-ce qu'on Il n'est n'en pas reste basculé, pas moins. est-ce qu'on n'est pas basculé dans un autre ordre, justement, l'ordre des empires, qui bafoue complètement ce droit? Et quel est le sens de ce nouvel ordre si ce nouvel ordre ne permet pas de constituer un nouvel ordre, justement? Et si ce nouvel ordre est un désordre? Et si ce nouvel ordre dessert l'intérêt des peuples? Nous verrons les conséquences pour le peuple iranien. Mais est-ce que le peuple iranien peut être une variable d'ajustement? Aujourd'hui, il est placé dans la situation terrible d'avoir à la fois la dictature, elle est toujours là, et la mort de l'imam Khamenei, de l'ayatollah Khamenei, n'a rien changé. Et en plus, il y a la guerre. Et le risque, c'est qu'il y ait non seulement la dictature et la guerre, mais aussi peut-être un jour la guerre civile ou une désagrégation du pays lui-même. Donc vous voyez bien qu'on ajoute des problèmes sans apporter des solutions. Et c'est en ça que le fantasme de la force, l'idée que par la puissance, on peut tout, eh bien, je l'ai dénoncé dès 2002, c'est une vanité. Il y a une impuissance de la puissance quand il n'y a pas d'objectif politique, quand il n'y a pas une action collective qui est menée. Et c'est en ça que l'Amérique est une source de déstabilisation aujourd'hui pour le monde. Et c'est en cela que les Européens, plutôt que de dire le droit international est à remiser et aujourd'hui il ne vaut plus, devraient s'accrocher à ce qui constitue l'héritage historique de notre civilisation. Nous avons appris qu'il n'y a pas de vie collective commune en dehors de la règle de droit. Et donc, sauf à décider que demain, on pourra se tirer dessus librement à Bruxelles, à Paris et partout dans le monde, je ne crois pas que ce soit un avenir souhaitable pour nos sociétés. Eh bien, c'est l'avenir aujourd'hui que nous promet Donald Trump. Vous êtes ici à Bruxelles, capitale européenne, Dominique de Villepin. Que peut encore l'Europe? Est-ce qu'elle a un mot encore dans ce jeu de désordre international? La première chose, c'est qu'elle peut se reprendre en main. Elle peut se réveiller réveiller. Cela fait maintenant de longs mois qu'on ne cesse de répéter de façon parfaitement angélique que l'Europe se réveille. C'est une berceuse. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas du tout. Où est la Commission européenne? Alors regardons quelques instants la situation. Nous l'avons vu sur les tarifs douaniers. Est-ce que nous avons mené la bataille sur les tarifs douaniers? Regardons sur les questions numériques. Est-ce que nous avons mené la bataille sur les questions numériques? Regardons sur les sanctions qui ont frappé l'ancien vice-président Thierry Breton et un certain nombre d'autres Européens, et y compris des juges à la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il y a eu une réaction de l'Union européenne? Aucune. Mais est-ce qu'elle en a encore les leviers, en fait? Même s'il y avait la volonté, est-ce qu'il y a une capacité à agir? Mais nous avons la capacité, ne serait-ce que de nommer ce qui se passe et de dire à quel point c'est insupportable. Non seulement il y a une soumission de l'Union européenne, mais en plus il y a une impuissance. Pour commencer à agir, il faut fixer le chemin. Le chemin, c'est la capacité, en ce qui concerne l'Europe, à agir de façon unie et en marquant la vision que nous avons de l'ordre international. Prévenir aujourd'hui les Américains, comme nous l'avons fait en 2003. En 2003, nous avions dit aux Américains qu'ils se trompaient de chemin et qu'ils allaient le payer extrêmement cher, et le monde avec eux. Parce que ne l'oublions pas, l'Amérique décide de notre destin en ce moment et du destin de la région. Mais c'est nous qui payons l'addition. C'est nous qui allons payer pour l'immigration qui va débouler sur l'Europe. C'est nous qui allons payer sur le terrorisme qui va se multiplier en Europe. C'est nous qui allons payer à la pompe le prix de l'essence quand l'Amérique, elle est totalement fournie du point de vue du gaz et du pétrole. Ça, c'est brandir la menace, ou vous y croyez que forcément ça va durer ce conflit et forcément l'impact sera là et on ne l'anticipe pas? Mais comment est-ce qu'un conflit ne dure pas quand ceux qui mènent ce conflit n'ont pas pour but de le régler? Ils n'ont pas d'objectif politique. On a entendu Donald Trump. D'abord, c'était parce qu'il y avait un risque nucléaire. Ensuite, c'est parce qu'il y avait un risque concernant les missiles. Il y a en permanence un changement de pied. Les Américains eux-mêmes ne comprennent pas ce que veut son administration. Vous savez, pour un Américain, les choses sont très simples. Il y a 3 questions qu'il se pose avant toute intervention militaire. La première, c'est pourquoi? Quel est l'objectif? La deuxième, c'est combien ça coûte? Et la troisième, c'est combien de temps ça va durer? Donald Trump n'a de réponse à aucune de ces questions. Donc, eh bien, on peut, au doigt mouillé, espérer que les choses iront mieux. Mais nous n'avons aucune garantie. Quand on est chef d'État, on ne joue pas avec son peuple et on ne joue pas avec les peuples des autres. Vous parlez beaucoup de Donald Trump et du président américain. Parlons de la France, puissance nucléaire, membre du Conseil national de sécurité. Quelle est, selon vous, la position de la France? Est-ce qu'elle condamne cette intervention? Est-ce qu'elle fait partie du soutien? Alors, Emmanuel Macron a déclaré qu'il s'agissait d'une guerre qui ne correspondait pas aux règles du droit international. Mais en même temps se dit prêt à
comme vous le dites, et en même temps, et c'est là où je regrette pour ma part que tous les pays européens n'aient pas une position ferme et claire, marquant clairement que cette guerre se fait en dehors de notre volonté et que cette guerre ne peut apporter rien de bon dans cette perspective, et inciter par une coalition des pays volontaires, pays pacifiques, avec les pays de la région, à la fois à apporter la meilleure protection possible aux populations civiles, en même temps ouvrir les yeux de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou sur les conséquences régionales. Nous voyons bien aujourd'hui que tous les États du Golfe sont concernés. Aujourd'hui, le modèle financier et économique de cette région, il est mis à bas. Quand on frappe un immeuble à Dubaï, vous pensez bien que le tourisme, il mettra quelques années à revenir. Quand on frappe les infrastructures énergétiques, ça a des conséquences dans le Golfe. Quand on a le détroit d'Ormuz qui est fermé, ça a des conséquences. Et donc la réponse, elle passe par une coalition alternative aux États-Unis, de pays lidés par l'Europe. Par la nécessité de montrer au monde qu'il y a une alternative à cette stratégie de la puissance qui ne mène à rien. Israël, et on peut comprendre Benjamin Netanyahou, il mène une politique de sécurité à tout prix. Mais la politique de sécurité à tout prix menée par Benjamin Netanyahou, on le voit au sud Liban, on le voit en Sud-Syrie, on le voit en Iran aujourd'hui, c'est une politique qui conduit à des guerres sans fin, parce que les peuples résistent et qu'il y aura toujours des mouvements qui n'accepteront pas l'ordre nouveau, suspendu à la toute-puissance du régime israélien. De la même façon, les États-Unis veulent dominer le monde par la puissance. Mais le monde n'est pas prêt à accepter n'importe quoi. Nous n'avons pas été prêts à accepter la vassalisation de l'Europe au Groenland. Nous avons réagi. Pourquoi est-ce que le monde accepterait, pourquoi est-ce que l'Amérique latine accepterait que l'on puisse déposer l'un de ses dirigeants au gré des humeurs de M. Trump? Le monde a besoin de rationalité. Et là, nous avons franchi une ligne rouge qui aujourd'hui pose la question de la rationalité américaine. Quand on entend le secrétaire à la guerre, M. Peter Hegseth, dire qu'ils ne sont pas tenus par les règles de la guerre, ça veut dire qu'ils méprisent le droit humanitaire international. Ce sont les populations qui en paieront le prix. Tout ceci est inacceptable et l'Europe doit être fidèle à ses valeurs, fidèle à ses engagements, ne serait-ce que pour que les États-Unis, au terme de tout ça, ouvrent les yeux sur les conséquences tragiques du monde qu'ils sont en train de construire, ou plutôt de détruire, car croyez-moi, la facture de ce qui se passe aujourd'hui sera lourde sur le plan historique, sur le plan politique, sur le plan économique. C'est une véritable tragédie qui se déroule sous nos yeux. Quand dans certaines rues de Téhéran, on voit des slogans pour remercier Donald Trump, que certaines voix de la diaspora, notamment ici à Bruxelles, remercient aussi le président américain, qu'est-ce que vous leur dites alors? Mais je comprends parfaitement la situation tragique dans laquelle ils sont. Ils voient à la fois des bombes tomber sur l'Iran et en même temps, ils ont subi dans des conditions horribles et continuent de subir l'oppression de ce régime honni. Mettons-nous à leur place. Mais de la même façon, à chaque intervention militaire, nous avons vu des accueils glorieux qui ont été donnés à ceux qui avaient décidé une intervention militaire. François Hollande a été reçu glorieusement au Mali. Nicolas Sarkozy et David Cameron ont été reçus glorieusement en Libye. Et il n'empêche que ce sont des États faillis et c'est le chaos dans ces régions. Aujourd'hui, le drame pour le Moyen-Orient, c'est la multiplication des États faillis. Parce que la première conséquence d'un État failli, c'est qu'il n'y a plus de règles. Et quand il n'y a plus de règles, c'est alors le libre cours à toutes les organisations terroristes pour se structurer, se développer et pour essaimer. Nous serons les premiers à payer la facture et c'est pour nous l'obligation de réagir par rapport à cela. Nous n'avons pas à suivre l'administration américaine dans ce qui est un véritable coup de folie. Autre image marquante de ces derniers jours, c'est le président français Emmanuel Macron à Lilong devant le sous-marin nucléaire. Là aussi, c'est une bascule, un revirement selon vous. On relance la course à l'armement nucléaire? Non, ça c'est la continuité de la politique française depuis le général de Gaulle, qui n'a jamais cessé de vouloir davantage prendre en compte les préoccupations et la nécessité de protection de nos amis européens. Sauf qu'ici, on élargit justement la puissance nucléaire aux autres. Sous une forme qui préserve l'entière capacité de décision du président de la République, on n'altère ni la décision, ni la chaîne de décision qui reste totalement indépendante, mais on associe
à la réflexion et à l'action, puisqu'on peut, à travers un certain nombre d'exercices et des déploiements ponctuels d'avions en particulier dans les différents pays, on peut franchir une étape dans ce qu'on appelle la dissuasion avancée. Mais il y a un corollaire à cette dissuasion avancée, c'est ce qu'on appelle l'épaulement. L'épaulement, c'est l'intégration du renforcement conventionnel qui est nécessaire pour que notre dissuasion soit la plus efficace possible. Ça veut dire pour nous, ça veut Belges, dire qu'on associe l'effort des autres pays qui seront partie prenante dans cette grande stratégie qui vise à accroître la protection. Ça veut dire, Dominique de Villepin, que nous, Belgique, on sera protégés par l'arme nucléaire française? Ça veut dire que dans les intérêts vitaux qui sont ceux de la République française, la prise en compte d'autres intérêts de nos amis européens sera effective. Vous avez connu beaucoup de crises, vous avez même vécu en tant qu'acteur beaucoup de crises mondiales. Est-ce que c'est de l'inédit, du jamais vu? Est-ce que vous-même aussi, vous êtes terrifié par ce que vous voyez en ce moment? Je crois qu'on est d'autant plus terrifié qu'on perd ses repères. Et c'est en ça que la logique de surenchère, et je reviens au peuple iranien qui peut souhaiter à tout moment que tout cela marche, mais malheureusement, tout ce que nous savons montre que ce n'est pas le bon chemin. Et quand on agit en matière internationale, il vaut mieux choisir le bon chemin. Évidemment qu'il était nécessaire d'agir très fortement et de façon déterminée pour essayer de mettre fin à ce régime oppressif iranien. Il y avait un autre chemin qui aurait peut-être pu conduire de façon plus sûre. Celui de la négociation qui a été celui qui, en secoué, 2015, justement, a conduit à signer un accord, qui a conduit à éliminer les sanctions, qui plaçait alors le peuple iranien dans une autre situation que celle d'aujourd'hui. Eh bien, l'entêtement de Donald Trump a contribué à créer la situation actuelle. Et il y a malheureusement un mirage, et j'ai peur qu'à bien des égards, on se moque du peuple iranien, et c'est pour moi le premier message que j'adresse aujourd'hui. On ne joue pas avec les peuples. Et je voudrais croire aujourd'hui que tout ça peut déboucher sur le meilleur. Mais malheureusement, tout ce qu'on sait de la région, de la vie internationale, des précédents qui existent dans ce domaine, ne vont pas dans ce sens. Vous parlez de la France, vous parlez de l'Europe. On est obligé de vous poser la question. Vous dessinez un projet pour la France? Vous serez candidat à la future élection présidentielle? Alors, je dessine surtout un combat qui est indispensable. Vous avez évoqué le début du XXIe siècle, juste après 2001. Il fallait mener le combat sur la scène internationale pour un ordre plus juste et plus stable. Aujourd'hui, nous le voyons bien. La question pour nous, Français, et pour nous, Européens, c'est la question de la soumission. Le risque de voir cette épidémie d'extrême droite, de radicalité, gagner le continent européen avec le soutien du trumpisme, le soutien du poutinisme. Et vous avez l'impression que vous êtes un rempart, tragédie. Vous êtes un rempart justement à ce mouvement politique-là. J'ai une mémoire, j'ai une santé, j'ai une détermination et je suis prêt à livrer combat pour empêcher cela. Ce qui me fascine, c'est de voir à quel point on peut tromper les peuples. Vous voyez beaucoup de ceux qui en France votent pour l'extrême droite, comme en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, ou en Belgique. Beaucoup de ceux-là croient que tout va changer pour eux et qu'ils vont vivre dans un monde meilleur. Ils n'imaginent pas qu'en fait, ils participent à un changement de régime dans leur propre pays, comme ceux qui ont lieu au Moyen-Orient, au bénéfice de ce qui est aujourd'hui la nouvelle donne impériale américaine. Et ils seront les jouets, ils seront une variable d'ajustement dans l'histoire. Moi, j'attache de l'importance à l'indépendance. Et les partis dits nationaux aujourd'hui en Europe ne sont pas des partis qui servent l'intérêt national de ces États. Moi, j'attache de l'importance à la liberté, j'attache de l'importance à la souveraineté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à Bruxelles, mon mot d'ordre, c'est souveraineté européenne, dans le cadre des souverainetés nationales qui seront renforcées par cette souveraineté européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un grand pacte européen de souveraineté. Ça veut dire un Conseil de sécurité européen. Parce que l'Europe, elle est encalminée, elle est enlisée dans l'indécision et dans l'unanimité. Mais est-ce que ce n'est pas de la prophétie autoréalisatrice, ça? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de prêcher ce qu'on veut, mais qui n'aboutit pas? Ça fait des années qu'on parle de l'autonomie stratégique européenne. Non, ça fait des années qu'on emploie le mot, ça ne fait pas des années qu'on se donne les moyens. Moi, je propose un outil, le Conseil de sécurité, je propose un pacte, je veux que l'on se batte de la même façon contre la loi sur les tarifs douaniers américaines, que contre la pression sur le numérique, que contre la pression sur l'ordre financier et les services financiers européens, que sur les questions de sécurité. Quand certains pays européens, dont la Belgique, achètent des F-35, dont le bouton de démarrage n'est pas à Bruxelles, il est à Washington,
eh bien, on ne prend pas une décision qui va dans l'intérêt sage du peuple belge. Merci Dominique de Villepin Merci à vous. pour cet entretien. Merci à vous.